Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, épisode sur la confiance organisationnelle et comment la développer. Pour démarrer notre discussion, peut-être un rappel sur ce qu'est la confiance interpersonnelle, donc la confiance que nous nous faisons entre personnes. Il faut définir un partenaire à qui on va faire confiance dans une certaine situation. Et comment choisir le partenaire ? Eh bien, en fonction de 3 critères, ses capacités, sa fiabilité et la bienveillance qu'il nous témoigne. Ses capacités, c'est assez simple. Donc on est dans des choses de l'ordre de est-ce qu'il peut le faire, est-ce qu'il a les compétences nécessaires, est-ce qu'il sait ou est-ce qu'elle sait le faire. La fiabilité, c'est plutôt dans l'idée de la durée, dans l'idée de la répétition. Est-ce que par le passé, par exemple, il y a déjà eu quelque chose qui s'est bien passé. Et puis la bienveillance, eh bien c'est cette idée que la personne finalement nous rendra l'appareil, nous lui faisons confiance et donc elle nous fera confiance. L'apport intéressant dans ce modèle, c'est la situation, puisque faire confiance ne peut pas être indépendant de la situation, puisque la situation va influer sur les capacités, voire la fiabilité. Mon épouse, que j'adore, à qui je fais confiance, je dirais en général, si quelqu'un lui demandait de faire une opération en cœur ouvert, je ne sais pas si je lui ferais confiance. Pour des raisons évidentes. Donc, confiance interpersonnelle, un partenaire qui doit être capable, fiable et bienveillant, et une situation dans laquelle je dois évaluer le risque. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que la confiance organisationnelle ? C'est la capacité pour une personne à se montrer vulnérable ou à prendre des risques. Et cette capacité est basée sur des attentes positives vis-à-vis de l'organisation. Donc en gros, les attentes vis-à-vis de l'organisation vont déterminer si je peux ou si je veux prendre des risques ou me montrer vulnérable. Alors, vous voyez que dans ces 2 définitions, il y a des choses qui sont similaires. La prise de risque en commun, l'attente de réciprocité. Par contre, il y a des choses très différentes. Dans le cas d'une personne, l'assurance de réciprocité se mesure très directement en fait, puisque on a ce qu'on appelle une relation proximale. Ça veut dire que on a quelqu'un qui est proche, on sait lire un comportement, on sait mesurer, évaluer ce que la personne fait, etc. Donc l'évaluation de comportement pour une personne, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on sait faire depuis notre plus jeune âge. Par contre, le problème, c'est que dans le cas d'une organisation, l'assurance de réciprocité se mesure beaucoup plus difficilement, puisqu'il y a ce qu'on appelle une relation distale qui rend l'évaluation difficile, voire impossible. Parce que simplement, l'organisation, c'est quoi ? C'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de comportements, donc on est plus dans le domaine des interprétations ou des inférences. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, la confiance organisationnelle est très très bénéfique à l'organisation, du point de vue de la performance, comme on l'a vu dans certains épisodes, dans certains articles du blog. Il y a un lien scientifique établi entre l'engagement, la performance et la confiance organisationnelle. Et le contraire est également vrai. Le manque de confiance organisationnelle peut entraîner des comportements qui sont néfastes à l'organisation, comme l'obstruction, enfin la passivité déjà, mais l'obstruction, l'opposition, même le sabotage. Donc on a dit que cette confiance organisationnelle, c'est la capacité basée sur des attentes positives vis-à-vis de l'organisation. Alors c'est des attentes en termes de quoi ? Quelles sont les attentes d'une personne vis-à-vis de son organisation ? Il y en a de 3 types. Et vous allez retrouver, bêtement, celles qu'on a vues pour la confiance interpersonnelle. Elles ont des noms un peu différents, mais c'est la même chose. Prédictibilité, compétence, bienveillance. Donc on retrouve bienveillance. La prédictibilité, c'est pour la fiabilité, et puis la compétence pour les capacités. Alors, pour une organisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Prédictibilité. Eh bien, ça veut dire que l'organisation agit souvent de la même manière, ou presque tout le temps de la même manière, avec une espèce d'idée de cause à effet assez identifiée. Si je fais ça, il se passe ça. Ou si quelqu'un fait ça, alors il se passe ça.
Donc qu'est-ce que ça signifie pour l'organisation? Les processus doivent être définis, il doit y avoir équité de traitement, l'organisation doit faire ce qu'elle dit, et surtout aussi dire ce qu'elle fait, pour qu'il y ait simplement cohérence des messages avec l'action. Vous voyez que cette cohérence des messages, je dis et je fais, c'est une cause à effet. Je dis qu'il y aura une sanction si quelqu'un triche sur les heures, la première personne qui triche sur les heures doit être sanctionnée. D'accord? Donc cette prédictibilité amène la personne à faire confiance à l'organisation dans son ensemble. Deuxième aspect, les compétences. Attente en termes de compétences pour une organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisation gère l'activité et obtient de bons résultats. Entre guillemets, ça marche. Croissance, nouveaux produits, nouvelles activités, nouveaux clients. Donc du côté business des choses. Les conflits sont gérés. La non-performance est gérée. Les rumeurs, en tout cas la communication organisationnelle, est bien gérée de manière compétente. La qualité est gérée. Et puis finalement, le futur de l'entreprise n'est pas laissé dans le noir, mais il y a une gestion stratégique du futur de l'entreprise. Quelqu'un ou un ensemble de personnes s'occupe du futur de l'entreprise. Vous voyez que cette compétence touche à peu près, ces attentes de compétences touchent tous les niveaux de l'entreprise. Et y compris d'ailleurs le niveau des relations entre les personnes. Troisième aspect, la bienveillance. Là, c'est assez similaire à ce qui se passe entre deux personnes, c'est que l'organisation veut et fait le bien des collaborateurs et des collaboratrices. On parlera plutôt de la manière dont les collaborateurs et les collaboratrices sont traités. Alors, par exemple, récompense, valorisation, une culture plutôt ouverte, honnête, autonomie, confiance accordée aux collaborateurs, collaboratrices, du feedback, de la bonne foi. Si l'ensemble de ces éléments sont présents, alors la personne déduira que l'organisation est bienveillante. Donc, prédictibilité, compétence, bienveillance. Alors, en tant que manager, attention, vous représentez l'organisation. On vous observe. Tout le monde vous observe. Et plus vous êtes haut dans l'organisation, plus votre poids dans cette espèce de moyenne, hein, on peut imaginer finalement quelqu'un qui se trouve au bas de l'organigramme, hein, au bas de l'échelle organisationnelle, et puis qui regarde vers le haut, qui regarde son organisation. Alors, qui est-ce qu'il a? Il a son manager direct, les collègues de son manager, le manager de son manager, on peut dire le chef de département par exemple, les autres chefs de département, la direction, le directeur, la directrice. On peut imaginer que ces trois critères, prédictibilité, compétence, bienveillance, sont évalués pour chacune de ces personnes. Individuellement, on pourrait le faire finalement. Et puis, on pourrait imaginer aussi que ces trois compétences sont évaluées en termes de ce qui se passe dans l'organisation en général. Tout ça est moyenné et agrégé en prenant en compte le fait que, vraisemblablement, la direction, le directeur, la directrice ont un poids déterminant, ou en tout cas plus important que un manager, par exemple, à qui je ne rapporte pas. Donc, en tant que manager, attention, vous représentez l'organisation. C'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles à comprendre pour quelqu'un qui vient d'être promu à un poste de management, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore 3 mois, j'étais collègue de mes collègues, et aujourd'hui, maintenant, je suis simplement chef, entre guillemets, ou manager. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ça, en particulier, ça change et c'est très important. Vous faites maintenant partie du problème. Vous faites partie de la structure managériale de l'organisation. Ce qui fait que les gens vont vous ajouter à la moyenne qu'ils font de l'évaluation de la confiance organisationnelle. Alors, quels sont les obstacles au développement d'une bonne confiance organisationnelle? Il y en a plusieurs. Et vous voyez que, vous verrez, je vous donnerai les critères, chacun de ces obstacles est lié à un ou plusieurs des éléments de confiance organisationnelle, prédictibilité, compétence, bienveillance. Alors, par exemple, les luttes politiques sont un problème. Pourquoi? Parce que la prédictibilité s'en trouve diminuée. On peut imaginer quelqu'un qui est nommé à la place de quelqu'un d'autre alors qu'il a fait du bon travail, ou pas du bon travail, encore une fois, selon l'organisation, selon les gens qui estiment ça. Donc, moins de prédictibilité, peut-être moins de compétences aussi pour l'organisation, parce qu'on va peut-être promouvoir quelqu'un
de manière non procédurale, par exemple, hein, ce qui montrerait en fait un déficit de compétences. Les personnalités difficiles ne sont pas gérées. Et là, on sait que c'est aussi la compétence qui est mise en cause, hein, puisqu'on a dit dans la partie compétences, il y a la gestion des conflits qui doivent être faits. Les collaborateurs incompétents qui restent dans l'entreprise, encore une fois, une question de compétence, puisque la non-performance dans ce cas-là n'est pas gérée. Des licenciements non expliqués, un problème de bienveillance. Si quelqu'un est licencié, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut donner tous les détails, mais ça veut dire qu'on peut dire, voilà, il y a eu un problème, en tout cas en parler à l'équipe, pour que l'équipe sache finalement que l'entreprise leur veut du bien, mais que, par exemple, une non-performance répétée va mener à un licenciement. Donc vous voyez que d'expliquer de ce point de vue-là un licenciement permet non seulement d'améliorer la bienveillance, mais aussi la compétence perçue de l'entreprise. Une rigidité procédurale ou organisationnelle, pareil, les gens comptent plus que les processus, donc si on applique un processus aveuglément alors qu'il y a des circonstances atténuantes, cette rigidité sera perçue comme un manque de bienveillance, voire un manque de compétence dans le sens que l'entreprise ne voit pas l'exception ou disons la circonstance atténuante. Les primes arrosoirs sont aussi un problème, puisque là c'est la compétence de l'entreprise ou de l'organisation qui est mise en cause parce qu'elle ne connaît pas finalement suffisamment finement la performance des différentes personnes pour pouvoir entre guillemets récompenser chacun selon ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Des lenteurs administratives qui sont clairement un déficient qui portent un déficient en confiance organisationnelle pour des questions de compétences évidemment. Et puis tout ce qui est favoritisme, népotisme, alors qui évidemment a un impact sur la prédictibilité, puisqu'on ne sait pas vraiment en fait qui va être promu, on ne sait pas vraiment qui va recevoir une prime, qui va recevoir une félicitation, puisque le favoritisme et le népotisme c'est l'introduction du hasard quelque part pour une personne dans l'organisation. C'est un peu comme si on n'était pas dans un état de droit finalement. Hein. Donc, ce favoritisme, ce népotisme, grand problème de prédictibilité. Donc, vous voyez que ces 8 obstacles, lutte politique, personnalité difficile non gérée, collaborateurs incompétents non gérés, licenciement non expliqué, rigidité procédurale, prime arrosoir, lenteur administrative, favoritisme, népotisme, sont autant de facteurs qui font que si ces choses-là se passent dans votre organisation, eh bien les collaborateurs n'auront pas confiance dans l'organisation et donc ne seront pas prêts à s'investir, à s'engager, à prendre un risque pour l'organisation. Si vous vous retrouvez dans ces descriptions, prenez contact, puisqu'il y a des moyens qui existent, des moyens existent pour traiter, pour travailler sur ces sujets. Donc je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour cette semaine. La question du mois, que j'ai oublié la semaine dernière, quelqu'un m'a posé récemment la question, mais c'est quoi l'assertivité ? Espèce de terme barbare, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais l'assertivité vient de l'anglais assertiveness, et to be assertive, c'est s'affirmer dans le respect de l'autre. Donc c'est pas ma définition, mais une définition que j'ai prise, que je pense être la plus commune. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi dans le respect de l'autre. Donc on voit une espèce d'équilibre, une espèce de moyenne à faire entre, d'un côté, s'affirmer, et de l'autre côté, respecter les autres. On ne peut pas que s'affirmer, puisqu'on partirait dans de la domination, dans de la tyrannie, dans de l'égoïsme, de l'égocentrisme. On peut pas non plus que respecter les autres, dans le sens prendre en compte leurs besoins avant les miens, mais il faut bien mélanger les deux. Et donc le développement de l'assertivité est un des domaines du développement personnel en entreprise. Domaine d'ailleurs que chez Coapta nous traitons avec des formations ou du coaching. Voilà, merci d'avoir écouté, à la semaine prochaine.